Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h, en direct sur Décideur TV et MyTF1 News, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Deljury, cofondateur de Météo Job, plateforme de recrutement en ligne créée en 2007 et qui est aujourd'hui la première plateforme de matching en France. Philippe Deljury, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, la crise économique continue de frapper durement le marché du travail français. En mars 2014, la France compte 5 600 000 chômeurs, toutes catégories confondues, soit plus de 5,2% par rapport à l'année dernière. Il est donc important de rester motivé sur son poste et dans sa recherche, parce que effectivement, si l'on rencontre un recruteur totalement déprimé, il y a peu de chances que l'on obtienne le job. Mais comment du coup rester optimiste dans ce contexte? C'est ce que vous allez nous dire, Philippe Deljury. Pour commencer, justement, l'IFOP sortait un sondage il y a peu de temps témoignant que les Français sont au contraire majoritairement très négatifs sur le travail, puisque 56% d'entre eux considèrent que c'est aujourd'hui une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins. Il y a 8 ans, l'IFOP avait demandé la même chose aux Français. Il disait qu'au contraire, en grande majorité, que c'était un moyen de s'épanouir. Comment expliquez-vous ça, Philippe? Alors, je pense qu'il y a un phénomène de mode, si je peux utiliser cette expression. Aujourd'hui, il est bon ton de dire que finalement, c'est plus un moyen de subvenir à ses besoins qu'un moyen d'épanouissement. Mais il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans, on était dans un contexte où on avait une croissance qui était importante, où les perspectives étaient bonnes. Et donc, on voit la vie différemment. C'est-à-dire si vous voulez, le verre, il n'a pas beaucoup changé, sauf qu'il y a 8 ans, on le regardait à moitié plein, et là, aujourd'hui, on le regarde à moitié vide. Alors, cela étant, vous avez raison, il y a quand même des critères objectifs qui montrent que la situation s'est détériorée. Et donc, il y a quand même une augmentation pour les gens qui sont en poste d'un stress qui est lié à potentiellement la perte d'un emploi. Et puis, pour les gens qui sont hors poste, aux difficultés qui sont quand même beaucoup plus importantes pour retrouver un job. Alors justement, dans ce même sondage IFOP, on observait que les Français mettent en avant plusieurs motifs d'insatisfaction. Vous l'avez dit, le stress, qui est donc directement lié à la conjoncture actuelle, mais également, ils mettaient en avant le manque d'autonomie et en tout cas l'insuffisance de reconnaissance de ses supérieurs hiérarchiques. Comment, parce qu'on est là pour trouver des solutions dans les décideurs de l'emploi, comment justement travailler sur ces 3 leviers, le stress, le manque d'autonomie et le manque de reconnaissance, et comment changer cela sur son poste? Alors je crois que on est dans le phénomène lié donc au stress par exemple, ou ce que vous disiez au pessimisme, c'est dès lors qu'on rentre dans la subjectivité. Donc pour lutter contre ça, il faut essayer de revenir sur des éléments qui sont rationnels et quantitatifs, objectifs. Donc une des techniques, c'est par exemple de travailler avec alors pour les gens qui sont en poste, il y a effectivement les gens qui sont en poste et les gens qui sont hors poste, mais pour les gens qui sont en poste, d'essayer, tant que faire se peut, de travailler avec son responsable hiérarchique pour définir des objectifs quantitatifs qui ne soient peut-être pas à échéance 1 an, mais à échéance soit du mois, soit du trimestre. Et à ce moment-là, on rentre dans une logique de petites victoires. Il faut choisir ses combats. Choisir ses combats, mais surtout des combats qui sont facilement atteignables, ou en tout cas, plutôt de se dire on va je sais pas moi, monter en haut de la montagne, on se dit ok, on va finir par arriver en haut de la montagne, mais pour monter en haut de la montagne, il va falloir d'abord aller à tel endroit, puis ensuite à tel endroit, puis ensuite à tel endroit. Et finalement des choses qui déjà sont plus faciles à atteindre,
qui sont à des échéances de temps beaucoup plus courtes. Et donc finalement, quand on va avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 petites victoires, c'est une manière de reprendre confiance en soi, que le supérieur hiérarchique reprenne aussi confiance, ou en tout cas ait confiance envers son collaborateur. Et donc on rentre dans un cercle vertueux finalement. Alors justement, sur ce point de l'autonomie, est-ce que ce que vous venez de décrire va permettre de gagner en autonomie sur son poste? Oui, parce que l'autonomie, c'est aussi une question de confiance. Hein. Donc effectivement, si vous donnez un objectif qui est très compliqué, qui est flou, c'est difficile d'avoir une parfaite autonomie sur… Mais alors les objectifs, ce sont les managers qui les donnent. Voilà, donc c'est pas forcément, du coup, c'est un travail aussi important de la part du manager. C'est pas facile de définir les objectifs, donc c'est un exercice auquel le manager doit se contraindre, de réduire l'échéance de temps pour ses objectifs. C'est pas évident, effectivement, mais je pense que ça vaut le coup, en tout cas du point de vue du salarié ou du collaborateur, de poser la question peut-être et de suggérer de se donner des objectifs à échéance plus courte. Alors justement, vous soulevez un point important qui est de la relation. Vous avez l'air de dire qu'il vaut effectivement mieux en parler, s'adresser directement à ce manager, mais alors comment le faire? Quel est le meilleur moyen? Alors, il y a plusieurs possibilités. Selon que vous êtes soit dans une petite entreprise où globalement l'échange se fait relativement régulièrement, puisqu'on se croise à peu près tout le temps au cours de la journée, soit vous êtes dans une grande entreprise et à ce moment-là, il faut essayer de trouver des relais pour accéder à son manager. Mais il y a la machine à café, par exemple. C'est là où généralement les sujets qui sont un petit peu compliqués sont abordés dans un cadre un petit peu plus informel. Où on peut suggérer les choses, mais sinon il faut provoquer un entretien et à ce moment-là confronter le problème. Puisque si c'est un problème pour le salarié, c'est peut-être quelque chose que le supérieur hiérarchique dont le supérieur hiérarchique n'a pas conscience. Et à ce moment-là, il faut confronter et mettre carte sur table en disant ben voilà, moi j'ai un problème de reconnaissance, comment est-ce qu'on peut travailler à faire en sorte que ça s'améliore? Alors si je vous dis Jack Bauer, vous me répondez quoi? Les 24 heures… Le héros, effectivement, de de 24 heures chrono. Voilà. Je vous demande ça parce que Opinionway a interrogé les Français en leur demandant pour quel patron de rêve seriez-vous prêt à changer de travail. Et figurez-vous que la première réponse de ces salariés français, c'est Jack Bauer. Alors pourquoi? Parce que selon eux, c'est un super-héros moderne. Il prend les bonnes décisions avec une aisance naturelle. Arrive en deuxième position Eddie Kaplan, un des flics de Braco. Charismatique, fédérateur, il est capable de se mettre en danger et d'improviser en toutes circonstances. Est-ce que effectivement, on voit là l'importance pour les salariés français d'avoir une figure charismatique? C'est selon vous fondamental pour être épanoui au travail? Mais je crois qu'il cherche surtout quelqu'un en qui il peut avoir confiance. C'est-à-dire, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai confiance en la personne pour qui je travaille, et la confiance, le problème c'est que la confiance ça se gagne, ça ne se décrète pas comme ça. Donc effectivement 24 heures chrono ou les autres, il y a eu quand même plusieurs saisons, donc on a eu l'habitude de ces personnages et on peut leur faire confiance. Et donc pour faire en sorte de gagner la confiance, je pense qu'effectivement le fait de dire, parce que le patron de la boîte, c'est pas forcément où il va, Enfin, je veux dire, il n'a pas forcément toutes les réponses à la question. D'ailleurs les super-héros dont vous parlez, généralement ils savent pas trop où ils vont et puis ils finissent quand même par y arriver. L'idée c'est encore une fois de raccourcir les échéances, de donner des échéances concrètes à court terme qui vont faire en sorte que la confiance va se matérialiser entre les deux personnes et une fois qu'elle est créée, cette confiance, on peut aller beaucoup plus loin. Alors est-ce que justement, c'est pas symptomatique peut-être d'un mal français qui attend l'homme providentiel, c'est le cas aussi à l'échelle nationale, et est-ce qu'il faut au contraire trouver les ressources en soi pour s'épanouir dans son travail? Alors, est-ce qu'il faut trouver les ressources en soi pour s'épanouir dans son travail? Je pense qu'il faut, oui, c'est important de croire en ce qu'on fait. Donc, il faut être dans un environnement qui plaise. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Mais pour autant, il faut essayer de trouver des sujets de satisfaction. Alors, les sujets de satisfaction, ils peuvent être liés au travail. Si le travail est répétitif, il y a et puis, même dans des travaux, dans un travail qui est intéressant, tous les jours, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire.
Donc il y a des tâches qui sont un peu roboratives. Pour autant, il faut essayer de trouver donc soit des choses qui sont intéressantes, soit de la satisfaction dans la relation qu'on a avec ses collègues, avec son supérieur, etc. Mais il faut effectivement essayer de trouver des choses, des éléments de satisfaction. Donc, ne pas hésiter à dialoguer. Hein. Je crois Tout que à fait. le message est clair. Quid du salaire? Voilà. Est-ce que voilà, le salaire, dans une autre enquête réalisée par un de vos concurrents, un Monster, eh bien, il en ressortait que les salariés les mieux payés sont également les plus heureux au travail. Voilà, peut-être ça vient contredire un dicton bien connu, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Là, dans le travail, ça quand même, voilà, il y contribue, c'est effectivement la suite. Est-ce qu'effectivement il faut faire attention à la négociation d'un salaire juste au moment de l'embauche? C'est le meilleur moment pour négocier son salaire. Après, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, quand vous arrivez dans une entreprise, il y a déjà des gens qui sont en place. Donc, si vous intégrez une équipe, vous ne pouvez pas prétendre à avoir un salaire qui soit 15 ou 20% supérieur à tout le reste de l'équipe, parce que sinon, le problème, c'est que ça va faire voler en éclats, ça va finir par se savoir, et ça va faire voler en éclats la cohésion de l'équipe. Donc il y a l'entreprise, il faut bien comprendre du point de vue du salarié que l'entreprise a quand même des contraintes qui sont qu'elle doit d'abord privilégier l'existant et la cohérence de l'existant, donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et ensuite, il y a une deuxième chose quand même, c'est se renseigner sur le marché. Parce que généralement, sauf cas très particulier, si vous êtes le trader qui fait ce que personne d'autre ne fait dans le monde, ou si vous êtes le footballeur qui joue comme personne d'autre dans le monde, bon là vous pouvez prétendre à des salaires qui sont sans commune mesure. Mais pour autant, généralement, il y a un marché, et la question c'est quel est le salaire qui est habituellement donné pour cette fonction, avec ce niveau d'ancienneté, et dans cette géographie. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes en Île-de-France, les salaires ne sont pas forcément les mêmes que si vous êtes dans une autre région. Donc il faut aussi tenir compte de ça. La meilleure manière, c'est de se renseigner, de poser la question à des gens, de savoir combien ils sont rémunérés, de regarder des études qui sont faites. Et vous pouvez comme ça, légitimement, devant un recruteur, dire ben voilà, moi je sais que à ce niveau de responsabilité, d'expérience, c'est tel salaire qui est généralement pratiqué. Alors néanmoins, même si on vous écoute et qu'on devient plus optimiste, on essaye effectivement de discuter, de dialoguer, quand on recherche un travail aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. On reçoit très peu de réponses à ces envois de CV et lettres de motivation. Mais là encore, il ne faut peut-être pas regarder le verre à moitié vide. Il y a des nouvelles techniques de recrutement qui existent. Quels conseils donneriez-vous aux candidats qui aujourd'hui veulent essayer de se démarquer pour être visibles des recruteurs? Alors, être visible des recruteurs, ça veut dire, je pense, être visible au bon moment. Parce que le recruteur, il a son timing. Vous pouvez être visible auprès d'un recruteur mais qui n'a absolument aucun besoin à pourvoir, et puis l'opportunité va se présenter dans 2 mois et demi et ça va se jouer très vite. Il va falloir être réactif en 15 jours, 3 semaines. Donc ça veut dire, moi je pense qu'aujourd'hui les nouvelles technologies permettent de mettre son CV sur des plateformes et de rester en veille, pas forcément active mais passive, de manière à être contacté dès lors qu'une opportunité qui correspond peu ou prou à ce que vous recherchez se présente. Donc c'est la notion de veille active ou passive. Alors ça c'est pour les gens qui sont en poste, et pour les gens qui sont hors poste, c'est aussi d'utiliser, de faire le plus levier possible sur les plateformes de recrutement, parce qu'aujourd'hui pour la plupart des jobs quand même, ça passe par Internet, donc il faut être sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à mettre son CV sur plusieurs plateformes. Il y a des jobs qu'on va retrouver sur différentes plateformes, mais il y a des jobs qu'on ne va voir que sur certaines plateformes. Donc ça vaut le coup de mettre son CV sur plusieurs plateformes. Et donc nous, typiquement, par exemple, chez Météo Job, l'intérêt, ce sur quoi on travaille, c'est donc le rapprochement entre l'offre et la demande grâce à la technologie. Et donc on permet à des candidats qui ne sont pas forcément à l'écoute du marché de rester en veille et de n'être contactés que lorsqu'une opportunité se présente à eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez des solutions de recrutement par vidéo? Voilà, c'est une solution qui émerge et qui commence à faire son chemin. Est-ce que chez Météo Job, c'est des applications que vous voulez mettre en place? Alors, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit parce qu'effectivement, il y a des métiers pour lesquels ça se justifie. D'abord parce que si ça contribue à aller dans le sens de ce que nous, on a envie de faire, ça peut être intéressant. Et nous, ce qui nous intéresse chez Météo Job, c'est de diminuer le cycle de recrutement.
C'est-à-dire de faire en sorte qu'à partir du moment où une offre est sur le marché, le temps entre la mise en ligne de l'offre et le recrutement soit le plus court possible. Et donc tout ce qui peut aller dans le sens de cet objectif nous intéresse. Il y a des fonctions pour lesquelles c'est plus intéressant que d'autres. Je pense en particulier à des fonctions commerciales où effectivement la présence, le charisme, la manière dont la personne se présente est importante. En revanche, pour des fonctions par exemple de production en usine, c'est moins important de faire un entretien vidéo. Donc oui, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Alors, où en est aujourd'hui l'état du marché? Quels sont les métiers et les secteurs qui recrutent? C'est ce que nous allons voir maintenant avec notre rubrique « Les postes à pourvoir ». Alors, comment, Philippe Deljury, avec Météo Job, eh bien, vous avez une vision transversale du marché, vous captez les tendances. Où en est-on aujourd'hui? Effectivement, on a à peu près aujourd'hui entre 35 et 38 000 offres d'emploi à jour sur le site. Ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, généralement, cherchent des gens qui sont directement employables, c'est-à-dire qui ont déjà les compétences pour le poste pour lequel elles recherchent. Après, les tendances, ça peut être... alors, il y a plusieurs... on peut segmenter, soit sur ça peut être sur des filières courtes de formation ou des filières longues. Sur les filières courtes, c'est plutôt les métiers techniques, avec une expertise. Donc je pense par exemple à tous les métiers de bouche, les métiers de la restauration. Alors, les métiers de bouche, ça va être le charcutier, le boucher, le poissonnier. Dans la restauration, parce qu'il y a aussi un fort turnover. Et puis dans les filières longues, là ce sont des tendances de fond qu'on observe aussi. Donc il y a une demande pour des commerciaux. Il y a une pénurie de commerciaux en France. Alors quand je dis commerciaux, le terme est un peu galvaudé, mais ça va être à la fois pour des vendeurs en magasin, des responsables de magasins, des commerciaux itinérants, sédentaires, conseillers clientèle, ingénieurs d'affaires. Donc c'est quand même une panoplie assez large, de très nombreuses opportunités. Et puis également tous les métiers qui touchent au numérique, à l'informatique et à la digitalisation de l'entreprise. Donc on a à la fois les métiers entre guillemets traditionnels pour lesquels il y a une pénurie que sont les développeurs informatiques, et puis d'autres métiers qui sont des fonctions habituelles de l'entreprise mais pour lesquelles la digitalisation fait son chemin, donc par exemple des fonctions marketing. Oui. Alors justement, quand on s'est spécialisé en marketing, on est étudiant en école de commerce, est-ce qu'il y a effectivement intérêt à avoir une spécialisation digitale, aller vite faire des stages dans des entreprises spécialisées dans le domaine? C'est un conseil que vous donneriez? Je pense qu'aujourd'hui, l'expertise est valorisée. Et elle est recherchée par l'entreprise. Donc il vaut mieux avoir une expertise qui va peut-être déplaire, qui ne sera pas utile à 50% d'entreprises, mais qui va être très recherchée et qui va vous démarquer dans les 50% restants, que d'avoir finalement un peu parcouru tout, mais pas vraiment d'expertise. Et au final, vous risquez de passer toujours après l'expert pour le poste concerné finalement. Eh bien, Philippe Deljury, votre réponse nous amène à notre dernière rubrique, les conseils aux candidats, et on commence par les 3 conseils CV. Alors, quels sont vos conseils CV, Philippe? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que d'abord, quand on envoie un CV, on l'envoie à quelqu'un, on l'envoie de manière précise. C'est-à-dire qu'on l'envoie à une entreprise dans un secteur particulier pour un poste précis ou en tout cas une typologie de métier. Donc, ça vaut le coup de le faire relire et, si possible, de le faire relire à une personne du secteur ou du métier concerné, qui va être capable de vous dire, en fait, il faut plutôt mettre ces termes-là, il faut plutôt mettre ça en avant parce que c'est ça qui est recherché par l'entreprise. Il ne faut jamais oublier qu'un CV, c'est ni plus ni moins que c'est l'équivalent d'une bande-annonce au cinéma. Donc, ça donne l'envie aux recruteurs ou pas de vous rencontrer. Donc, autant que la bande-annonce soit affine avec le public que vous visez, en l'occurrence le recruteur. Donc, le faire relire. Le faire relire. Le deuxième élément, je pense que c'est de travailler sur le titre, parce que c'est comme le titre d'un film. Si on reprend l'exemple de la bande-annonce, c'est important. Alors, le titre du CV, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire.
ça peut être la mise en avant d'une expertise, ça peut être la mise en avant d'une expérience que vous avez eue. Par exemple, vous avez travaillé dans 50 pays ou dans 10 pays, vous pouvez le mettre en avant. Donc voilà, ça peut tenir sur une ligne, ça peut être une phrase, mais un titre est important. Et enfin, le troisième conseil, c'est de ne pas négliger les centres d'intérêt. Alors si vous en avez, je vous donne un exemple, si vous mettez par exemple, je ne sais pas moi, tennis, parce que c'est Roland-Garros en ce moment, donc si vous mettez tennis sur votre CV parce que vous jouez une fois tous les mois avec votre grand-oncle au tennis, ça, faut pas le mettre. Ça a peu d'intérêt parce que si la personne, le recruteur qui est en face de vous, fait de la compétition au tennis, c'est sa grande passion dans la vie et qui vous interroge, il va être très déçu. En revanche, si effectivement vous aussi vous êtes un compétiteur de tennis et que vous avez en face de vous quelqu'un qui aime ça, là vous pouvez créer de l'affinité et du lien avec le recruteur, et ce qui va potentiellement vous servir dans la suite du processus. Alors justement, quel est l'objectif des centres d'intérêt? C'est créer de l'affinité avec son recruteur, ou c'est à travers des expériences, montrer comment on a développé des qualités qui peuvent être utiles au travail? Ça peut être les deux. Ça peut être si vous avez été, je ne sais pas moi, pendant 15 ans chef scout, vous avez montré un certain nombre de qualités, d'organisation, d'autonomie, etc. Mais ça peut être aussi de créer du lien, parce que finalement le recruteur, à un moment donné, alors c'est peut-être moins le cas dans des grandes entreprises finalement où vous serez peut-être face à un chargé de recrutement, mais plus l'entreprise est petite, plus vous allez vous retrouver avec les opérationnels. Et puis si vous continuez dans le processus, vous allez vous retrouver à un moment donné avec votre supérieur hiérarchique qui va vous faire passer l'entretien. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez les compétences, mais est-ce qu'il a envie de travailler avec vous? Est-ce que j'ai envie de travailler avec vous? Si je partage une ou deux passions communes avec vous, ça va être quand même plus sympa au jour le jour. Alors Sophie demande, on va changer du coup un peu de sujet, selon vos observations, quelle est la part des chercheurs d'emploi qui sont prêts à aller à l'étranger pour trouver un job? Voilà, face peut-être à un contexte un peu plus dur en France, est-ce que vous le voyez, vous, chez Météo Job, une volonté de plus en plus prégnante d'aller à l'étranger? Oui, on le voit surtout chez les jeunes qui sont généralement bien diplômés et pour qui la mobilité est une réalité, soit parce qu'ils ont fait des stages à l'étranger, soit parce que ils ont aussi une envie d'aller à l'étranger. Et puis pour eux, si vous voulez, ça fait partie de la question ne se pose pas. Ils ont intégré que globalement on pouvait travailler n'importe où en Europe, en tout cas dans l'espace Schengen, sans avoir besoin de permis de travail, et donc ils vont le faire. Et également chez des personnes plus seniors qui ont moins de contraintes. Par exemple parce que leurs enfants sont grands ils veulent trouver, c'est compliqué de trouver un job quand on a 55 ans et ils sont prêts à aller travailler à l'étranger. Oui, donc effectivement on voit se développer ça. C'est plus facile quand on a une expertise. Alors justement, on va passer au conseil entretien. Vous parliez d'expertise, comment justement mettre en musique, mettre en récit ces expertises lors de l'entretien? Alors l'entretien, ce qu'il faut, il y a plusieurs choses. D'abord, l'entretien, il faut l'avoir préparé. Enfin, je veux dire, c'est peut-être une banalité, mais ça fait du bien de le rappeler. Ensuite, il faut être capable de parler de son parcours de manière assez fluide, et surtout des articulations. Alors, évidemment, quand c'est votre premier job, vous n'avez pas forcément d'articulation, mais ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'expliquer les choix. Pourquoi vous avez changé au bout de 3 ans, vous êtes parti, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de métier? Et donc, finalement, c'est cette articulation qui est intéressante pour le recruteur. La deuxième chose, il faut s'être préparé aussi à des questions qui sont communément posées lors des entretiens. Donc, vous allez vous retrouver face à un recruteur qui va vous dire quels sont vos principaux défauts. Alors, il ne faut pas tomber des nues en se disant « tiens, je crois que j'en ai pas ». Il vaut mieux avoir réfléchi avant. De la même manière, quelles sont vos principales qualités? Ça, il faut y avoir réfléchi. Ça peut être intéressant d'y avoir réfléchi en fonction également du poste recherché, ou alors d'avoir discuté avant avec quelqu'un de l'entreprise pour savoir quelles sont les principales qualités qui sont requises dans l'entreprise. Et puis la troisième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Alors, généralement, on est un peu stressé quand on passe un entretien. Pour autant, si on vous pose une question et qu'elle vous perturbe, ou en tout cas où vous n'avez pas la réponse immédiatement, il ne faut pas hésiter à dire « laissez-moi quelques instants pour y réfléchir ».
il vaut mieux y réfléchir et dire des choses sensées que dire des bêtises en essayant de répondre le plus rapidement possible. Donc ce que vous dites, c'est que effectivement rester muet face à une question, c'est pas forcément une bonne chose, mais demander un peu Oui, vous pouvez me dire, écoutez, là je sais pas, j'avoue que j'y ai pas pensé. Ça sera pas mal vu, ça. Non, ça peut pas. Enfin, ça peut être mal vu, mais c'est du bon sens et on n'a pas forcément, on n'a pas nécessairement la réponse à tout à n'importe quel moment. Après, si on vous pose une question sur si vous dites que vous êtes un expert en algorithmie de je sais pas quel sujet et qu'on vous pose une question évidente dessus et que vous ne savez pas répondre, là ça peut être gênant effectivement. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à nos questions et également aux questions des internautes, notamment de Sophie. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la reconversion professionnelle, comment franchir le pas, quelles sont les questions à se poser avant eh bien, effectivement, de passer à cette étape et puis quelles sont les best practices pour eh bien, avoir une reconversion professionnelle réussie. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.